Info-Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM, avec Jean-Pascal Jeu. Tout le monde est à l'heure, Jean-Pascal et ses invités qui va nous présenter. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Donc Info-Cité jusqu'à midi sur Plus FM, je le rappelle. Et puis nous sommes également en partenariat avec la web radio Run City 97.4. Alors deux invités ce matin. Frédéric Techer et Raissa Noël. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors je vous ai invité parce que vous êtes les porte-parole de l'appel de l'Ermitage. L'appel de l'Ermitage, on entend parler, on voit quelques comptes rendus dans la presse actuellement sur ce comité. On va le dire tel que c'est un comité. Un comité qui a vu le jour à la veille du 20 décembre. 20 décembre 2012, c'est plutôt symbolique comme naissance. Alors c'est quoi le comité appel de l'Ermitage? En fait... Raissa Noël. Pardon. Allez-y. En fait, le comité, c'est un rassemblement de personnes qui se sont retrouvées justement à la veille du 20 décembre parce qu'on s'est dit que à La Réunion, on a fait un constat. Il y avait énormément de pauvreté et énormément de personnes qui vivaient dans des situations catastrophiques. Et donc on s'est réunis avec ces personnes-là et on en a discuté. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vaincre la pauvreté? Donc d'après ce constat, on s'est dit, voilà, pourquoi pas aujourd'hui créer quelque chose et aller en faisant des mouvements et en apportant des solutions ou en dénonçant des propositions qui sont injustes envers les pauvres. Alors c'est quand même récurrent ce problème de pauvreté, puisqu'on en parle depuis des décennies dans ce département, on en parle depuis la départementalisation, mais même avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on dresse toujours le même constat? On a plus de 330 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. On a plus de 120 000 illettrés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui votre comité va apporter plus que ce qui a été fait auparavant? En fait, moi, je pense pas qu'on va apporter beaucoup plus, mais on s'est dit que si on informe les gens, si on informe les pauvres qu'il y a peut-être des solutions et c'est à eux d'être acteurs de leur propre destinée, on dira. Donc, pourquoi pas, on pourra peut-être changer, parce que en général, toutes les décisions qui ont été prises ont été décisions qui ont été prises par d'autres personnes. Regardez, l'INSEE, il a fait un constat. Il est revenu il y a 15 jours sur la situation hors norme de La Réunion. Et elle dit qu'il n'y a pas de facteur économique. Sauf que, excusez-moi de vous couper, cette situation hors norme, je le disais tout à l'heure, on la connaît depuis des années. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on mette vraiment des mots un peu plus forts sur la situation de ce département? J'estime, en fait... Non, vous pouvez estimer. En fait, je pense que aujourd'hui, c'est tellement arrivé on est arrivé dans une situation qui est telle que maintenant, tout le monde, avec la crise économique qui est en France, et qu'on fait la différence. C'est-à-dire qu'on dit qu'ici, voilà, c'est vrai qu'il y a des décennies, ça fait des années et des années, mais on a des origines historiques également. Nous, la crise... c'est pas forcément la crise qui a amené la pauvreté à La Réunion. Elle date depuis 1848. Regardez, en 1848, on a aboli l'esclavage. Lors de l'abolition de l'esclavage, on a favorisé les grands propriétaires, on leur a donné des indemnités pour libérer les esclaves. Les esclaves, ils représentaient à peu près 50% de la population réunionnaise à ce moment-là. Et les 50% de la population a été libérée. Mais ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu de compensation. Ils n'ont pas eu d'argent pour pouvoir d'être libérés. Alors que les propriétaires, ils se sont enrichis de la libération des esclaves. Et donc, les esclaves, ces 50% de la population, ils sont restés là. Ils avaient le choix entre deux solutions. Soit ils se retrouvaient dans les montagnes et ils essayaient de survivre, soit ils revenaient vivre pour les grands propriétaires, pour pas grand-chose, pour avoir un logement ou pour avoir un peu à manger. Ensuite, il y a eu la loi de 1946, la loi de départementalisation. À ce moment-là, on devait abolir le statut colonial de La Réunion. Et on a dit que normalement, au 1er janvier 1947, on devait avoir les mêmes conditions sociales qu'en métropole. C'est-à-dire qu'on devait avoir le RMI, tout pareil que la métropole. Le souci, c'est qu'on a eu 50 ans de lutte pour que
cette égalité sociale soit mise en avant. Mais le souci, c'est que à La Réunion, il y a la vie chère. La vie chère a été rattrapée forcément par l'égalité sociale. C'est-à-dire que même si on a eu l'égalité sociale en 1991, 50 ans après, le souci, c'est qu'on n'a pas eu on a été rattrapé par la vie chère. On a mis des fonctionnaires, on a dit aux fonctionnaires de venir à La Réunion, on les a favorisés, on leur a donné une surrémunération pour développer l'économie de La Réunion. En même temps, les Réunionnais eux-mêmes, ils n'ont rien eu. Alors que, par exemple, ceux qui sont descendants des grands propriétaires, ils ont continué de génération en génération d'avoir des biens et d'avoir des moyens. Et les descendants des esclaves, qui représentent 50% en 1848, ils n'ont toujours rien eu. Ils n'ont pas eu de compensation. Ils n'ont rien eu. Aujourd'hui, on se retrouve avec 50% de la population réunionnaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Finalement, on est aujourd'hui dans le même schéma qu'en 1848 et en 1946. Alors, il n'y a pratiquement pas eu d'évolution. Il y a eu une évolution. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Ce serait mentir. Il y a eu une évolution. Mais on a été rattrapé par cette évolution. L'évolution est partie plus vite que la population réunionnaise. Je pense que la population réunionnaise ne s'attendait pas à un tel développement. Et on n'avait pas l'habitude. C'est ce qui a prévalu à ce qu'on ait effectivement aussi des notions qui sont aujourd'hui regrettables et regrettées, comme l'assistanat. Vous pensez que la population réunionnaise, finalement, s'est laissée emporter par ce tourbillon, n'a pas réagi? C'est aussi pour ça que vous voulez faire bouger aujourd'hui avec l'appel de l'Ermitage? En fait, ce qu'on veut faire avec l'appel de l'Ermitage, c'est informer les gens, c'est informer aux pauvres, informer les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'ils ne doivent plus avoir honte et qu'ils doivent... c'est à eux de se prendre en main. C'est de plus attendre des décisions qui viennent de la métropole pour décider à notre place. C'est-à-dire que... Ça va être très compliqué parce que les schémas sont quand même imposés depuis la départementalisation, même avant, qu'on décide aussi pour certains. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit peut changer ? Je ne sais pas si ça va pouvoir changer. Maintenant, on va donner la possibilité aux gens de voir que c'est peut-être possible, que c'est peut-être réalisable à condition qu'on s'y mette tous ensemble. C'est-à-dire que si on est seul, on ne pourra rien faire. Mais si on est 300 000 Réunionnais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Imaginez que les 300 000 Réunionnais demain se réveillent et se disent, ben voilà, nous, on ne peut plus attendre. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. À ce moment-là, peut-être que ça peut être changé. Ça peut être changé comment? Parce qu'aujourd'hui, le discours, c'est quoi? Qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme discours auprès de ces gens-là sur effectivement, la prise en compte de leur statut, leur responsabilisation, à prendre finalement leur destin en main? Qu'est-ce que vous faites passer comme discours aujourd'hui? En fait, nous, ce qu'on veut faire passer... nous, quand déjà... Frédéric Técher. Pardon. Oui, quand on s'est réunis le 18 décembre, on avait proposé des pistes. Donc, est-ce que je vais vous citer les 6 pistes qu'on avait proposées. Donc, alors, on avait dit que procurer un reste à vivre supérieur à 10 € par jour à chaque Réunionnais, soit 300 € mensuels net de charge. Effacer la dette des plus pauvres, parce qu'on a effacé la dette des entreprises, pourquoi pas les plus pauvres. Proposer à chacun un logement adapté, digne et décent. Supprimer la loi qui oblige les enfants à rembourser l'allocation vieillesse des parents. Assurer à chacun une activité de proximité qui leur permettra d'avoir une retraite décente et sortir de la pauvreté par le développement des activités génératrices de revenus. Et suite à ça, on avait aussi fait un conseil municipal des pauvres le 4 août. Donc dans ce conseil municipal des pauvres, justement, on a fait passer le message comme quoi nous, en tant que pauvres, on peut décider. Et donc on a élu une femme justement qui représentait vraiment cette situation. Et donc c'est pour dire que nous, en tant que pauvres, on peut décider aussi. Il n'y a pas que les riches qui décident. Donc notre message à nous, c'est mobilisons-nous et mettre la main ensemble pour justement arriver à notre fin, quoi. Alors moi j'ai 2 questions. C'est d'abord pourquoi avoir créé ce comité à l'Ermitage. Vous allez m'expliquer pourquoi. Et puis pourquoi cette démarche de Conseil municipal des pauvres? Pourquoi Conseil municipal des pauvres? Mais d'abord, revenons sur la première question. Pourquoi? Puisqu'on va y revenir au cours de l'émission, vous organisez des actions dans toute l'île, mais pourquoi ce comité a vu le jour à l'Ermitage à Saint-Paul? Parce qu'en fait, ce sont des gens de Saint-Paul.
c'est Monsieur Barré. C'est un militant. C'est un militant qui passe chez les gens régulièrement et il a constaté que il y avait des gens qui vivaient dans des situations affreuses, qui vivent avec pas d'électricité, sans eau, avec un toit, mais si on peut appeler ça une maison. Et il s'est dit pourquoi pas réunir ces personnes-là. Et on cherchait un lieu. Mais comme on est une petite structure, on n'a pas forcément les moyens de prendre une salle pour faire une conférence ou quoi que ce soit. Donc on s'est dit pourquoi pas se rendre sur la plage et on discutait. On est parti sur la plage, on a pris une tente, on a mis une bâche et puis on s'est assis dessous et puis on a discuté, on a parlé, on s'est dit voilà. Et puis il y avait madame qui disait ça, moi je vis avec tant de par mois, je peux pas m'en sortir, j'ai pas les moyens, je suis obligée de ne pas me soigner, je ne paye pas ma mutuelle pour pouvoir me manger, je fais ci, je fais ça. Il y a monsieur qui prenait en disant moi je dois rembourser 78 000 € parce que j'ai touché l'allocation vieillesse, je dois faire... et mes parents ont touché l'allocation vieillesse. Alors on s'est regardé et puis on s'est dit ah bon c'est tout ça. C'est que on s'est dit on a regardé les gens et puis on dit mais finalement vous n'êtes pas les seuls à côté de chez vous et quand on regarde on a toujours un voisin, une famille, un oncle, une tati, une maman, un papa qui vit avec des revenus très modestes. Je pense que chacun d'entre nous a au moins une personne à ses alentours qui vit avec moins de 400 ou moins de 900 €. Et on s'est dit, mais comment ils font ? Alors, vous avez été interpellé comment vous êtes engagé ? On va revenir sur cette notion de conseil municipal des pauvres, mais puisque vous êtes les porte-parole, comment vous êtes engagé dans ce mouvement ? C'est quoi ? C'est une histoire personnelle ? C'est une histoire professionnelle ? C'est une sensibilisation soudaine ? Moi personnellement, je suis entourée, ma famille, des gens proches, justement vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et aussi par rapport à mon métier, monitrice éducatrice, j'ai rencontré des personnes sans domicile fixe, des personnes justement qui vivaient dans des situations qu'on a citées. Donc moi je m'engage personnellement parce que ça me touche personnellement aussi, et aussi parce que je veux essayer de changer aussi certaines choses. Et donc voilà. Et vous, Arissa Noël ? Pareil, peut-être pas directement moi, mais j'ai des membres de ma famille, j'ai des personnes très proches de moi qui vivent avec pas grand-chose et qui essayent de survivre. Et quand j'ai des personnes autour de moi qui arrivaient le 20, le 21, qui dit que j'ai plus rien à manger, qu'il faut aller à côté, demander si je peux avoir quelque chose, alors ça me touche directement. Et ça... je me suis dit pourquoi pas, et quand on nous a demandé les personnes présentes, ils nous ont dit oui pourquoi pas vous. Je dis pourquoi pas nous. Oui, pourquoi pas vous, parce que vous n'êtes pas finalement vous dans une situation de précarité. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on bascule et on milite ? Parce qu'on peut arriver demain je perds mon emploi, je me retrouve au Pôle emploi, 2 ans après je serai dans cette situation là. Il faut se dire qu'on n'est pas à l'abri. Et personne n'est à l'abri. Il suffit, regardez la crise économique, les entreprises ferment les unes après les autres. Donc voilà, demain ça peut être notre tour. Peut-être aujourd'hui non, mais demain ça peut être mon tour. Et j'en suis consciente. Quand vous avez effectivement fait ces premières réunions, vous avez été surpris, choqué par la situation sociale, économique Choqué. Choqué. Est-ce que vous êtes bien consciente que de ce genre d'expérience, on n'en sort pas indemne ? Ah mais ça, j'en suis sûre. Et c'est pour ça justement que nous mobilisons pour ça. Et moi, mon but, c'est ça. C'est un défi peut-être, mais c'est justement d'aider les autres. Et n'importe quel chemin, je suis prête à y aller, quoi. Mesdames, je vous propose, on fait une pause et puis on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Merci. Info Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal, toujours aussi bavard. Voilà, donc Infocité jusqu'à midi, je le rappelle, c'est en direct sur Plus FM, également en partenariat avec la web radio Run City 97.4. Et ce matin,
Deux invités autour de la table de Plus FM, c'est Frédéric Técher et Raissa Noël. Vous êtes les deux porte-parole de l'appel de l'Ermitage. Alors, au cours du premier quart d'heure, on a retracé un petit peu l'origine de l'appel de l'Ermitage. Et je reviens sur cette question que je vous ai posée tout à l'heure. Je voudrais quand même la réponse. C'est pourquoi vous avez décidé, après la création, de, on va dire, créer, ou en tout cas, vous organiser autour d'un conseil municipal des pauvres. Pourquoi ce fonctionnement particulier de conseil municipal? En fait, Raissa Noël. Le conseil municipal des pauvres, c'est pourquoi pas? Parce qu'on s'est dit, il y a un conseil municipal des jeunes, il y a un conseil municipal des vieux. Mais attendez, il y a un conseil général des pauvres. Voilà, c'est ça. Non. Enfin, il y a un conseil général des jeunes. Pourquoi ça n'aurait pas été un conseil régional ou un conseil général des pauvres ou une toute autre appellation? L'année prochaine, dans 7 mois-là, il y aura bientôt les élections municipales. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas rebondir par rapport aux élections municipales. C'est-à-dire, alors rebondir comment? Parce que, est-ce que ça veut dire qu'en termes de représentativité, les pauvres sont occultés, à la fois dans le fonctionnement de l'appareil municipal, dans la vie municipale? C'est un peu ça aussi? En fait, ce qu'on dit, c'est qu'un pauvre a autant de droits qu'un fonctionnaire. C'est-à-dire qu'on a constaté que sur les listes électorales, il y avait une majorité de personnes qui soient docteurs, fonctionnaires, qui soient issus d'un milieu, en général, salarié. C'est-à-dire ceux qui se portent candidats aux élections. Et également sur les listes. C'est des candidats par liste. Les têtes de liste sont en général des personnalités connues et qui ont un statut quand même assez valorisant, alors que on a constaté que c'est les gens. Il y a 50% de la population qui sont des pauvres. 50% de la population votent, mais ils ne sont pas représentés sur les listes électorales. Et ce qu'on a dit, c'est que lors de la conférence du 17 juillet, c'est qu'on a dit qu'il fallait que la pauvreté devienne un sujet important et incontournable pour les prochaines élections. Attendez, c'est un sujet important de la part des politiques. On a vu encore, et là je vais faire référence au RSTA et puis à un mouvement de grève de la faim qui s'est déroulé devant le bar à choix, où on a vu tous les politiques arriver au chevet de la personne qui menait cette grève de la faim, où on a assisté pratiquement à une tentative de récupération. En tout cas, on a vu d'un seul coup une soudaine sensibilisation du monde politique à la pauvreté, notamment au RSTA. Donc, vous pouvez pas dire que nos politiques traditionnelles soient insensibles au phénomène de la pauvreté, si? Je ne vais pas dire qu'ils soient insensibles. Ou alors simplement, ils se réveillent au moment des scrutins électoraux. Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça? Oui, c'est plutôt ça, oui. Parce que c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Vous vous rendez compte, 52% de notre population rayonnaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour moi, c'est inadmissible. Et donc, normalement, allez, à la limite 10%, mais 52%, c'est pour ça que justement notre conseil municipal, justement, représentait que les personnes en situation d'extrême précarité. Oui, voilà. Mais Frédéric Técher, c'est-à-dire que ce conseil municipal a donné lieu à quelque chose de particulier. Hormis le fait de décider, de délibérer comme un conseil municipal, est-ce que ça donnait quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, ok, moi je m'engage, voilà mon nom, on va créer une liste? Justement, ça a fait parce que moi maintenant je rencontre des gens. En tout cas, ça fait une prise de conscience. Oui, prise de conscience, voilà. Parce que je veux dire, je fais mes causes comme tout le monde et tout, donc tout le monde me dit, c'est bien ce que vous avez fait. Pour une fois, on parle, on s'occupe de nous. Mais même si c'est symbolique, mais je veux dire, c'est un début de combat pour moi. Alors moi, je suis interpellé par ce que vous venez de dire. On s'occupe de nous. Et ce que disait tout à l'heure Raissa Noël, c'était que ce mouvement de l'appel de l'Ermitage était en quelque sorte pour provoquer un électrochoc et que les pauvres se prennent en main. Vous sentez qu'il commence à y avoir une transition ou pas encore? Sur cette notion de prise en charge, de se prendre en charge? Pas encore. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore comme frein? Parce que je pense que les gens, ils ont perdu leur dignité. C'est-à-dire que on était au tampon et on a eu une réaction, une personne qui disait moi je viens pas dire ce que je touche parce que j'en ai honte. Il vivait avec 100 € par mois. Et c'était honte. Et on lui a dit, mais monsieur, il faut plus lever votre tête parce que c'est pas possible. C'est pas possible de vivre avec 100 € par mois. On peut pas.
On ne peut pas. Même la liste de Victorin Lurel, là, pour les courses, Ouais. la moyenne, elle est de 280 €. Oui, Comment donc, finalement... voulez-vous vivre avec 100 €? Ouais. Et il est obligé de ne pas soit se nourrir, soit s'habiller, soit ne pas se soigner. C'est impossible. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait faire aussi que ces gens-là, finalement, alors soit gagnent un peu plus, ou en tout cas ne soient plus dépendants des allocations, des minima sociaux, parce que c'est aussi les valoriser et les faire se responsabiliser, c'est peut-être aussi leur dire il y a une autre manière de vivre. Bien sûr. D'ailleurs, c'est le but de notre conférence de demain. Ah, on va en parler parce que vous organisez des conférences pour faire passer votre message partout aux quatre coins de l'île. Donc demain, on aura une importante conférence sur les activités génératrices de revenus. Cette conférence-là portera sur comment pouvoir créer son propre emploi. Donc que j'invite tout le monde à venir y participer. On le rappellera à la fin de l'émission, voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc je ne vais pas forcément donner beaucoup plus de détails parce que demain, ce sera l'occasion d'en parler. Ouais. Mais donnez quand même quelques pistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on entend principalement dans l'opinion publique dire que de toute façon, si les gens sont pauvres, c'est qu'ils se complaisent aussi dans une certaine forme d'assistanat et qu'il y a peut-être autre chose à faire. D'accord. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les gens ont du talent. Les gens ont des compétences, un savoir-faire. Peut-être pas tous savent lire, peut-être pas tous savent gérer une entreprise. Donc, si on a des compétences, si on a un talent, si on a un savoir-faire, pourquoi pas le mettre à travers d'une plateforme pour créer de l'emploi. C'est-à-dire que si on arrive à se mutualiser les moyens, mutualiser nos compétences, peut-être qu'on peut créer quelque chose et pouvoir vendre et en vivre. C'est quoi? C'est une forme de coopérative ou un tout autre système? Dans le même système que la coopérative. C'est-à-dire que ça existe déjà, les coopératives. Mais dans les coopératives, on a bien constaté que même les salariés peuvent percevoir le fruit, le bénéfice de ce que la coopérative touche. Donc, ils ont, en plus de leur salaire, un bénéfice supplémentaire, un revenu supplémentaire. Donc, on se dit que si on arrive à développer ce modèle économique, les coopératives ou autres, à ce moment-là, les gens peuvent aussi ne plus être que salariés et dépendre d'un patron, mais en mutualisant leurs moyens et en créant leur propre emploi, ils se sentent plus investis. Déjà de dire, ben voilà, c'est plus intéressant que faire que de la production. Je me sens investi parce que au bout, lorsqu'il y aura un bénéfice, je serai repartagé avec moi-même. Donc l'investissement, il n'est pas le même que quand on est salarié. Alors je voudrais revenir sur une notion, parce qu'on parle depuis tout à l'heure infiniment d'un fait important, c'est l'abolition de l'extrême pauvreté, avec quand même une date butoir, puisque elle a été mise en avant par l'appel de l'Ermitage, notamment par rapport à une décision de l'ONU, c'est abolir l'extrême pauvreté avant 2015. Mesdames, je ne voudrais pas vous affoler, mais il vous reste peu de temps. Enfin, on dédramatise la situation, mais qu'est-ce qui fait que, si on a dressé le constat en début d'émission que ce phénomène est ancré, existe dans la société depuis au lendemain de l'abolition de l'esclavage, qu'est-ce qui fait que maintenant, dans les 2 ans qui nous restent, ça peut fonctionner? En tout cas, il peut y avoir des pistes et des envies de changer le monde. Écoutez, la France, en l'an 2000, elle a signé les objectifs du millénaire. C'est-à-dire qu'elle a... Dressé par l'ONU, hein? Voilà, par l'ONU. C'est-à-dire qu'elle a été d'accord d'éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde avant 2015. Mais on constate que en France et à La Réunion, il y a une extrême pauvreté. Peut-être pas pareil que dans les pays en sous-développement, mais il y a une extrême pauvreté. Mais elle a signé en 2015 pour développer dans le monde, pour l'éradiquer dans le monde, mais en France même, dans notre pays, il n'y a pas eu de décision prise en faveur des pauvres. Qu'est-ce qui a changé? Ou finalement, qu'est-ce qui a changé en 13 ans? Puisque ça a été signé en 2000, on est en 2013, qu'est-ce qui a changé en 13 ans? Il n'y a rien n'a été changé. Au contraire, ça a été accentué par la crise. Je ne pense pas qu'il y ait eu un changement entre l'an 2000 et 2013. La situation des gens se sont de plus en plus aggravées. Et c'est ce qu'on dit, c'est que avant 2015, c'est qu'on dit que si demain il y aura au moins une décision politique qui sera prise en faveur des pauvres, au moins en 15 ans, on en aura pris une. Donc finalement, la fameuse décision politique, c'est de créer un conseil municipal,
d'intégrer un conseil municipal, de faire en sorte que les pauvres soient entendus? Je pense que ce sera peut-être pas fort faire un conseil municipal des pauvres, mais au moins 50% représentés sur une liste électorale, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, hormis entre guillemets la honte, qui fait que les gens se cachent, se dérobent au regard de l'autre, ce qui fait que on peut aujourd'hui inciter les gens à se dire, en tout cas ceux qui sont en extrême pauvreté, eh bien, bougez-vous, agissez. Vous n'avez pas compris la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, dans les 2 ans qui vont rester, qu'est-ce qui fait que l'opinion de ces gens-là va faire qu'ils vont se mobiliser pour les 2 années qui restent? Je dis pas que les gens vont se mobiliser, ils vont sortir du jour au lendemain, ils vont se dire, voilà, moi je vis dans cette situation. Je pense pas que du jour au lendemain on se réveille et on dit, moi je vais faire ça. Mais si on leur fait prendre conscience au fur et à mesure, peut-être que à ce moment-là, il y aura un réveil. Peut-être pas dans les 2 ans qui viennent, on est d'accord. Mais si pendant 2 ans, on leur dit, voilà, c'est à vous d'être acteurs, c'est à vous de créer votre avenir, c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous demain de se réveiller, de dire, je veux créer quelque chose pour m'en sortir. Peut-être qu'ils le feront à ce moment-là. Mais si on leur dit pas, comme vous dites, ils vont peut-être rester dans le côté, l'assistanat. Non, si on les informe aujourd'hui, c'est pour leur dire, réveillez-vous. On ne sait pas le réveil, quand est-ce qu'il va se faire. Mais ça peut se faire. Et on ne sait pas non plus la forme du réveil, il peut être aussi très brutal. Il peut être brutal. Est-ce que vous sentez justement ça, le fait qu'à un moment ou à un autre, il y aura un tel ras-le-bol que, je ne dis pas la révolution, mais qu'il peut se passer tout et n'importe quoi? Justement, le but de nos conférences aussi, c'est de dire aux gens, voilà, on n'est pas forcément, on va pas aller dans le côté conflit ou dans l'extrême violence. Voilà, on peut trouver des solutions autres. On peut manifester pacifiquement. Ça, on peut le faire. On peut faire des... Et on sait souvent qu'en manifestant pacifiquement, ça ne fait pas avancer beaucoup les choses. Ça ne fait pas avancer les choses, mais est-ce que vous croyez que la violence, ça fait avancer les choses? Non plus, c'est pour ça. Voilà. Aujourd'hui, d'un côté ou de l'autre, il est très compliqué de trouver une issue. Voilà, mais c'est pour ça qu'on revient sur le côté où il faut informer. C'est avec de l'information, en leur faisant prendre conscience que peut-être qu'il n'y aura pas forcément le problème de la violence. Si ils prennent conscience qu'on peut créer de l'emploi, qu'on est capable de créer de l'emploi, que une personne politique peut prendre une décision en leur faveur, il n'y aura peut-être pas les violences. Maintenant, ils ont besoin de voir qu'on s'occupe d'eux, qu'il y ait quelque chose en leur faveur. S'il n'y a rien, on est toujours dans cette attente. Oui, peut-être que demain ça va se partir en revendication et on ne pourra peut-être pas gérer. Mais si on leur met dans les conditions, on leur donne des solutions, on leur propose des choses, peut-être qu'on peut éviter. Et c'est-à-dire aussi que, c'est vrai que c'est les informer, leur faire prendre conscience, c'est-à-dire aussi que pour les aider à l'autre bout de l'échelle, que ce soit dans le monde privé, les entreprises, ou dans le monde institutionnel, les collectivités, les mairies, est-ce que vous êtes entendus? Est-ce qu'ils sont entendus? Est-ce que l'appel de l'Ermitage commence à sensibiliser? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que déjà, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a envoyé nos délibérations à l'ensemble des municipalités, à nos 24 communes. On attend toujours des réponses. Attendez. Vous avez envoyé 24 courriers aux 24 communes et aujourd'hui 0 réponse? Zéro réponse. Vous avez envoyé ça quand par le lendemain du conseil municipal. Donc en 2012? En 2013. 13. C'est-à-dire en août 2013. Voilà, en août après 2013. Le 4 août. Voilà, après le 4 août. On a envoyé une lettre au président de la République depuis le 19 mars. Que vous avez remis au préfet qu'on a remis au préfet, monsieur Boileau. On n'a toujours pas de réponse. On a remis aussi nos délibérations, on a envoyé nos courriers, toutes nos demandes. On a envoyé au Conseil général, à la région. On n'a pas de réponse. Et on est dans cette attente également. On a fait une demande d'audience. Il y a M. François Chérec qui va venir bientôt, à la fin du mois. On a fait une demande d'audience. On a dit, voilà, vous voulez parler de la pauvreté. D'accord, mais parlez-en avec les Réunionnais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un groupe de pression? Combien êtes-vous d'abord? Parce que c'est aussi l'importance du mouvement qui fait que d'un seul coup, les interlocuteurs se manifestent.
On est une dizaine de comités. Ouais. Et dans chaque comité sur l'île, et dans chaque comité, on doit avoir une trentaine de personnes, 30 à 40 personnes de responsables de comité. D'accord, donc on estime peut-être que 300 personnes, entre 300 et 500. Mais de plus en plus, on se mobilise et de plus en plus, on a des personnes qui nous sollicitent et tout pour créer d'autres comités. Par exemple, à Saint-Paul, on doit faire encore 2 comités. Et à Saint-Denis aussi, on doit créer aussi. Et à Saint-Louis aussi. Donc de plus en plus. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur pour moi, personnellement, je vois ça. Et donc, avant 2015, je pense qu'on aura quand même pas mal de personnes qui vont venir rejoindre le mouvement. On en reparle dans quelques instants. On marque une nouvelle pause. À tout de suite. Info Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal, que nous retrouvons dans les studios de Plus FM avec ses invités aujourd'hui. Il nous reste donc un quart d'heure pour arriver jusqu'à midi, donc pour Infocité. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Frédéric Tacher et Raïssa Noël, les 2 porte-paroles de l'appel de l'Ermitage. Alors on le disait, pour éradiquer donc l'extrême pauvreté, faut mobiliser, faut informer. Vous êtes aujourd'hui à une dizaine de comités, c'est ça, donc sur l'ensemble de l'île. De nouveaux comités naissent toutes les semaines, tous les mois. Comment on crée un comité et comment on mobilise ? Comment vous êtes interpellé pour créer un comité, par exemple, dans un quartier ? En fait, nous, par rapport au blog, donc les gens nous contactent, ils ont notre numéro de téléphone et ils peuvent aussi nous trouver à l'espace citoyen de Saint-Paul. Et lorsqu'ils nous contactent, on met en place une date et on leur dit, si vous avez 1, 2, 3 personnes, c'est pas un souci, on vient quand même. Le but, c'est d'en créer un et ensuite parlez-en autour de vous. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est plus facilement gérable ? C'est de créer un comité à l'image du quartier, à l'image de sa ville, à l'image de quoi ? Je pense que c'est de son quartier. On est plus touché par rapport aux gens qui nous entourent. On se connaît ? Voilà, on se connaît. Il y a la proximité. On crée du lien social. Voilà. Donc on va d'abord dans les quartiers. Par exemple sur Saint-Paul, on a 4 comités de créer. C'est-à-dire pour une grande ville, un comité pour une grande ville, c'est pas suffisant. On peut pas discuter, on peut pas prendre conscience, on peut pas avoir des exemples ou apporter des cas précis si on est 100 personnes. C'est avec un petit nombre qu'on travaille. On fait des petits nombres, on travaille ensemble et ensuite on se regroupe lors des conférences. Les conférences sont là pour réunir tous les petits comités ou tous les petits groupes pour que ensuite toutes les décisions qui ont été prises à travers ces petits groupes ou ces petits comités soient mises à l'échelle un peu plus élevée. D'accord. Voilà. Alors justement, ça leur permet au comité d'échanger ces conférences. À quoi elles servent ? On l'avait évoqué tout à l'heure. C'est d'abord d'amener un thème, d'amener des sujets, d'en discuter avec les uns avec les autres, de leur donner des informations. Et comment s'instaure l'échange justement entre ceux qui animent les conférences et ceux qui y participent et qui recueillent, qui écoutent l'information que vous leur donnez ? Comment ça se passe l'échange ? En fait, pendant une conférence, nous on anime, on est invité par tel et tel comité. Par exemple, au port, la dernière fois, on a été invité par l'association des chômeurs. Et donc, à ce moment-là, on anime. Et là, il y a beaucoup de personnes qui connaissent telle et telle personne qui amène des témoignages. Alors, et puis dans ce débat, là, on parle, on discute, on échange. Et là, on repère aussi la souffrance des gens. On observe aussi ce que les gens désirent, veulent. Et par rapport à ça, nous, tous ces témoignages, on récolte tous ces témoignages justement pour justement trouver après, pour débattre après entre comités, pour trouver des solutions, pour justement s'appuyer dessus, pour justement amener notre combat, notre combat soit illustré par des témoignages. Voilà. Alors souvent on remarque que c'est bien effectivement d'en parler, d'identifier les problèmes, mais souvent on remarque qu'il y a aussi un frein, c'est de la discussion passer à l'action.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes aussi, vous, dans ce même constat, c'est-à-dire que vous récoltez des témoignages, mais qu'il y a aussi une difficulté de mise en œuvre des actions, alors que les actions, j'imagine qu'elles émergent dans la discussion. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un problème de mise en œuvre de ces actions ? Nous, on a commencé, on était une dizaine de personnes. On a fait des actions. On a notamment la remise de la lettre au président de la République. Pour nous, ça, c'est une action. Ouais. Pour lui dire que voilà, il faut regarder les Réunionnais. Ensuite, on a remis à Monsieur Younous Omarjee 3000 signatures. Voilà, le député européen. 3000 signatures. Pour dire qu'il ne faut pas baisser le budget du fonds aux plus démunis. Le budget d'aide au fonds européen d'aide aux plus démunis. Voilà. Ouais, parce qu'il était même remis en cause pour totalement disparaître. Voilà, donc on a remis 3000 signatures aux députés européens pour faire comprendre à l'Europe que ça, on en a vraiment besoin. Les associations caritatives, la Croix-Rouge, on en a besoin. On a absolument besoin de ces structures, mais il faut également d'autres politiques. Il faut avoir une politique en faveur des plus pauvres. Ouais, alors moi, quand je parlais d'action, c'était aussi de dire, au-delà des courriers, entrer vraiment dans le vif du sujet. Si effectivement on revient à cette notion de création de comités par quartier, à ce qu'il se passe des choses, qu'on crée une activité, qu'on crée, en tout cas que ça débouche sur une action concrète, qu'on passe de la réflexion à l'action. C'est-à-dire, les gens qui disent, écoutez, moi aujourd'hui j'ai besoin de vivre, pour vivre, voilà, j'ai ça que je peux mettre à disposition pour créer un début d'activité, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui voit le jour actuellement? Bien sûr, et vous en aurez exactement l'exemple demain. Demain, il y aura vraiment une association qui va vous montrer ce que des chômeurs ont pu réaliser avec leurs propres moyens. Alors ça se passe où demain? C'est une conférence? Ce sera une conférence qui portera sur les activités génératrices de revenus. Et ce sera à 3 bassins, à la Montépanon. Et ce sera signalisé le chemin Montépanon à côté du stade. À partir de quelle heure? Ce sera à partir de 9h. À partir de 9h. Et ça dure en règle générale la matinée, la journée? Non, la matinée à peu près 2h. 11h30. Voilà, 2h de temps à peu près. De 9h à 11h30. Jusqu'à présent, vous avez mené combien de conférences depuis la création du comité? 3. Et il y en a encore 3 à venir. Et à chaque fois avec des thèmes différents? Avec des thèmes différents. Comment sont choisis ces thèmes alors? Par rapport au comité. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a repris dans les autres comités, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est réunis, on a fait des petits constats et on dit, voilà, quel est le problème qui ressort le plus? Et à ce moment-là, on part sur le problème qui repart le plus et on crée une conférence dessus pour informer justement et de dire, voilà, peut-être que vous avez à côté de vous un exemple. Pourquoi pas venir témoigner? Est-ce que vous pouvez pas nous rejoindre? Venez nous rejoindre et on peut en discuter. Est-ce on va peut-être trouver des solutions? Peut-être pas. Mais au moins, on se fera entendre. On en parlera et puis il y a des gens qui vont nous entendre. Et en parler, ça soulage déjà? Bien sûr. Non, mais je vous pose la question parce que les gens en parlent, mais eux, ce qui les intéresse, c'est de sortir de ce système-là. Mais le fait déjà d'être écouté, de les écouter, ça fait déjà du bien. Parce que moi, quand on mène ces conférences où on crée des comités, on voit bien dans le regard des gens l'espoir, surtout l'espoir. Et parce que par exemple, je vous donne l'exemple quand on était parti à la préfecture, quand on est sorti, quand j'ai vu la masse de personnes se réunir vers nous, et quand j'ai vu le regard de ces personnes dire enfin, je sais pas, peut-être je fais mon propre film, je sais pas, mais j'ai vu vraiment dans leur regard dire enfin, on peut compter sur des gens pour nous aider à amener notre combat, notre bataille, justement pour sortir de la pauvreté. C'est un combat. Oui, non, c'est un combat, je le disais tout à l'heure, c'est même plus qu'un combat, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi, vous vous engagez, vous militez quelque part. Oui, bien sûr. Vous prenez vos bâtons de pèlerin et vous avancez contre vents et marées, parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique, même si elle a changé, elle n'est pas toujours favorable à la prise en compte, ou à la prise en considération des statuts d'une extrême pauvreté qui touche aujourd'hui les gens. Bien sûr, mais en général... Chacun ses petits problèmes, on dirait. Chacun ses petits problèmes, mais en général, les personnes qui disent que il n'y a pas de pauvreté, c'est les gens qui ont un revenu confortable.
C'est Ouais. pas la personne qui vit avec 400 €. C'est vrai qu'on entend souvent parler, ouais, les gens ne sont pas pauvres, il y a plein de gens avec leur caddie dans le supermarché, tout ça, j'entends ça partout. Avec leur bagnole, avec Voilà. leurs fringues, Mais avec franchement, leur téléphone portable. Oui, je suis d'accord, mais il faut regarder à côté de soi. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment regarder. Parce que c'est pas tout le monde qui a le super téléphone portable. En général, ce sont des familles assez aisées ou qui ont des revenus assez confortables. À côté, il y a des personnes qui vraiment galèrent. J'ai fait ce constat et je le constate de jour en jour où il y a des personnes. Après, c'est peut-être aussi pour dire, pour pas être dans la fatalité, de dire, voilà, moi aussi j'ai envie d'avoir un portable parce que mon voisin il en a un. Mais c'est aussi de se dire, de se un peu valoriser, je sais pas comment l'exprimer, mais se dire, si on se conforte en disant, moi j'ai rien et je veux rien, c'est de la dépression. Il y a de plus en plus de suicides. Donc le fait aussi de pouvoir faire un plaisir, c'est aussi de se dire, moi aussi j'ai peut-être pas les moyens, mais je peux avoir comme mon camarade. Si, c'est peut-être Bah aussi oui. se fondre dans la masse. Bien Pour pas sûr. voilà, être c'est se reconnu fondre comme dans la pauvre. masse, voilà. Bien sûr. Nous sommes dans une société de consommation et donc personnellement, il y a des gens qui font des crédits, qui s'endettent pour acheter quelque chose justement pour se fondre dans la masse, mais c'est pas la solution. Donc il faudra se mobiliser. Venez nous rejoindre. Alors on va en parler dans quelques instants, mais j'ai une dernière question quand même pour vous. Est-ce que vous avez connaissance d'un mouvement identique ailleurs, en dehors de la Réunion? Honnêtement, je ne sais pas. Non, je sais pas. Bon, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a peut-être des mouvements qui sont identiques, voilà. mais parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, la pauvreté s'est généralisée. Mais vous avez l'impression quand même de défendre quelque chose de particulier? Oui, parce que moi, ce que je disais, c'est que au départ, quand on me disait de parler des pauvres, je trouvais ça péjoratif. Je trouvais que ce terme-là, il était péjoratif. Galvaudé, Bien sûr, comment dire utilisé quelqu'un, n'importe comment quel regarder son voisin et de dire toi tu es pauvre. Mais le souci, c'est que c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est pas un mot que Frédéric a inventé ou que la population a inventé. C'est la France, c'est l'État qui a décidé qu'il y avait un seuil de pauvreté et que les gens vivaient en dessous de 935 € par mois, ils étaient des pauvres. Donc, au départ, c'était un terme qui me, personnellement, et pourtant, qui me, on pourrait voilà. se dire 935 € par mois, c'est pas mal. C'est pas mal si on est seul. On est Mais d'accord. si on a une famille, Ouais. si on a 2 enfants, parce que les minima sociaux avec une personne, un couple et 2 enfants, c'est aux alentours de 700-900 €. Et on l'a souligné tout à l'heure aussi, l'insularité de notre département fait aussi que la vie est Bien sûr. très, très, très difficile. Très, très difficile. On va terminer donc sur... il faudrait quand même... On incite les gens à vous contacter. Donc, où est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'il y a quoi? On l'a dit, il y a un blog. Oui. Oui. Alors, le blog, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, c'est appel de l'ermitage en un seul mot.wordpress.com. C'est ça? C'est cela. Voilà. Donc là, effectivement, on pourra prendre connaissance de toutes vos actions, vos conférences, les comptes rendus, les suivis de presse, un petit peu tout ce que vous avez organisé et tout ce que vous allez organiser dans les semaines et les mois qui viennent. Et les autres contacts, c'est quoi, numéro de Nous téléphone? avons un numéro de téléphone fixe. Alors c'est le 02 62 34 50 22. 34 50 22. Et nous sommes à l'espace citoyen de Saint-Paul. À quel endroit, c'est un espace citoyen? Qui se trouve 116 boulevard du Front de Mer. C'est pas loin de la médiathèque de Saint-Paul, c'est à côté. Juste bien. en face du parcours de santé. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Pour, en 30 secondes, quelles sont, hormis la conférence de demain, quelles sont les prochaines actions dans les jours et semaines qui viennent? Notre objectif là, c'est de se réunir encore le 18 décembre, mais avec un grand rassemblement pour faire le bilan de toute l'année et de voir aussi toutes les propositions ou toutes les actions qu'on va mener pour l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite un bilan très positif. Merci à vous d'être venu. Merci. Bonne journée. beaucoup. Et on se retrouve samedi prochain.
Info Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jean.